Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve pour une vidéo sur l'art contemporain. Je précise dès le départ avant qu'on m'emmerde, je ne suis pas un expert en art et dans cette vidéo je vais surtout m'intéresser à l'art contemporain dans l'espace public, et celui qui est financé avec nos impôts, car concrètement j'en ai un peu strictement rien à foutre de ce que produit un artiste contemporain dans le privé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît, mais quand c'est nous qui payons, je pense qu'on a le droit d'émettre une critique assez salée. Mais avant d'arriver à l'art contemporain dans l'espace public, je vais devoir quasiment prendre les 3/4 de la vidéo pour développer tout ça. Je n'ai pas non plus passé ma vidéo à expliquer les concepts de chaque mouvement d'art car ce n'est pas le but et je vais donc manquer de rigueur et faire des raccourcis puisque de toute façon le but de la vidéo c'est pas de faire un cours sur l'histoire de l'art. Voilà, maintenant que c'est posé pour les casse-couilles spébranlettes intellectuelles, on va pouvoir s'y mettre. Non. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par quelque chose d'utile, avec un projet vraiment sympa, Terre de France. C'est une entreprise française qui reverse 100% de ses bénéfices à des associations qui viennent en aide à des paysans en difficulté et au développement de la filière paysanne. Mais aussi à des militaires blessés et les familles endeuillées, puis à des associations qui aident ou qui financent la création d'écoles rurales. Je trouve cette initiative vraiment intéressante parce que ça permet de consommer français et de venir en aide aussi aux oubliés de la nation. Pour l'instant, Terre de France propose des parfums pour hommes et pour femmes, alors même si c'est du parfum made in France et que ça incarne les valeurs françaises, vous ne vous aspergez pas de gras de charcuterie avec des notes de roquefort et de vinasse en cubi. Le but c'est quand même de sentir bon, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour les hommes, le parfum a des notes de santal et de musc blanc. Alors je ne sais pas pourquoi je le précise car je suis sûr que quasiment tous les hommes ne savent pas à quoi ça correspond, alors que si j'avais décrit le parfum des femmes, elles auraient de suite compris. C'est pareil pour les couleurs, elles ne voient pas les choses de la même façon. Quand nous on voit simplement du bleu, elles vont voir du bleu d'eau, du bleu capri, du bleu d'outre-mer ou du bleu distant. Sinon, Terre de France propose aussi du savon naturel et artisanal 100% huile d'olive fabriqué à Salon de Provence. C'est pas mal pour les mains que perso j'arrête pas de m'esquinter avec les haltères à la salle car je ne mets pas de gants puisque je ne suis pas hétéro-curieux. Ça c'est l'odeur que je connais, l'huile d'olive et le sud, le genre d'odeur qui te donne envie de prendre une pause de 15 minutes toutes les demi-heures au taf et de faire des grillades à rallonge. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, l'initiative est vraiment intéressante et utile. En plus Noël arrive bientôt, alors pour ceux qui n'ont pas d'idée comme chaque année, ça peut être sympa. Si vous aimez vraiment la personne à qui vous faites un cadeau, ne prenez pas un putain de coffret de parfum Scorpio et prenez-lui plutôt un parfum Terre de France. Maintenant que j'ai présenté Terre de France, on va pouvoir se remettre à la vidéo sur l'art contemporain. Préparez-vous, va falloir que j'enchaîne. Depuis l'Antiquité, les artistes ont amélioré leurs techniques de génération en génération et créé de nouveaux outils pour tendre vers l'excellence et produire les œuvres les plus belles et de la meilleure qualité possible. On parle de mimésis, en gros l'imitation du réel. Et durant le XXe siècle, il y a eu un grand changement dans l'art. Un nouveau courant s'est créé, rejetant la rigueur des arts académiques, où le mimésis, on va dire, était la norme. Cherchant la liberté et cassant les codes, à vrai dire ça avait déjà commencé au XIXe siècle par exemple avec l'impressionniste Claude Monet ou Van Gogh qui était expressionniste. On voit très bien avec leurs œuvres cette rupture qu'il y a avec l'art conventionnel basé sur le mimésis. Mais on garde une technique, un travail qui font que leurs œuvres disent quelque chose et peuvent être appréciées. Les générations suivantes d'artistes ont continué à casser les codes et à déconstruire l'art jusqu'à ce qu'on arrive en 1960 à l'une des catégories qui rend le commun des mortels, les ignares le plus confus. L'art conceptuel ou le ready-made. L'art n'est maintenant plus défini par ses propriétés esthétiques mais seulement par des idées ou des concepts. Cette œuvre s'appelle Vomi Triste. Par ce vomi essentiellement composé de 8-6 et de méga poulets Sodebo, l'artiste a voulu montrer le quotidien désastreux d'un prolétaire, obligé de noyer son chagrin dans l'alcool car la société est violente et le martyrise chaque jour. Il expulse donc par ce vomi toute la rage qu'il a au fond de lui et ce que lui inspire le monde dans lequel il vit. Le sandwich Sodebo, du moins ce qu'il en reste après digestion, est là pour montrer que l'homme n'a plus le temps de se faire manger, obligé de s'acheter des produits industriels afin d'être toujours plus rapide dans cette société en mouvement perpétuel et ultra compétitive. Enfin, cette œuvre appelle à la liberté et de se détacher de cette société qui oppresse ce petit peuple, de revenir sur des valeurs simples et de prendre le temps pour soi. Donc ça c'est dans le meilleur des cas, sinon l'artiste en art conceptuel peut décider de ne donner aucun nom à son œuvre, ni aucune explication. Il pose juste une chaise perchée dans un arbre et c'est à nous d'interpréter. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, où est l'œuvre d'art? Elle est en haut en fait, il faut lever la tête. Nous levons la tête effectivement. Voilà. Attends. En fait, surtout l'artiste nous donne aucune interprétation de son œuvre. C'est à vous, spectateurs, de d'interpréter cette œuvre à votre manière en fait. Donc par exemple, si moi là, qui ne suis pas du tout un amateur, un artiste chevronné, si je posais une chaise là au milieu de la place, selon vous, ça serait de l'art? Oui. Pardon? En fait, c'est la démarche qui est importante, c'est sortir l'objet de son contexte. Là, après, si vous la posez au milieu de la place, le problème c'est que les gens peuvent toujours s'asseoir. Si vous la retournez, par contre, les gens peuvent plus s'asseoir et on peut dire Qu'est-ce que tu me racontes? Dans le ready-made, il va se contenter de faire un assemblage d'objets et voilà, vous démerdez avec. Qu'on se le dise, et je pense que 99% des gens sont d'accord avec moi, c'est de la branlette intellectuelle et c'est de la merde. N'importe quel abruti, et c'est déjà arrivé, peut s'introduire dans une exposition d'art conceptuel, poser un objet complètement aléatoire par terre et une foule se constituera autour pour essayer de comprendre l'œuvre et de l'interpréter à sa façon. Même le début de l'art conceptuel était à la base une sorte de blague d'artiste, rien de très sérieux, sauf que maintenant ça peut rapporter
rapporter énormément d'argent, alors que ça aurait dû rester une blague. En vrai dire, en soi, c'est pas un problème, les gens font ce qu'ils veulent de leur fric, à part si c'est subventionné, car je trouve inacceptable que le contribuable paye pour du vent. Je me demande quand même comment on peut oser s'appeler artiste quand on fait ça. Je veux dire, tu portes le même nom que des personnes qui ont construit des choses magnifiques, en travaillant avec acharnement à en perdre la raison pour certains. Qu'est-ce qu'un artiste en art conceptuel a produit? Rien, c'est un vide que l'on doit combler nous-mêmes par d'autres pensées. Mais certains me diront de définir alors ce qu'est un artiste, et ça va être très simple, pas un mec qui se roule dans sa merde ou qui pose une chaise dans un arbre. Après, l'art conceptuel reste anecdotique sur l'ensemble de ce que peut proposer l'art contemporain, ça reste une minorité d'artistes, car techniquement l'art contemporain c'est toute œuvre créée à partir de 1985 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas forcément des gribouillis sur un tableau vendu je ne sais combien de dizaines de millions, ou une chaise perchée dans un arbre. Et je ne suis pas complètement fermé d'esprit, même si je préfère l'art on va dire classique, je sais pas si c'est le bon terme mais vous m'avez compris. Je peux apprécier certaines œuvres contemporaines, mais c'est rare vu la quantité de merde qui ont été pondues. Enfin, disons plutôt que c'est souvent le mauvais de l'art contemporain qui est mis en avant dans les médias et dans l'espace public via nos subventions. Ce qui fait que pour la majorité des personnes, art contemporain est égal merde, moche et cher. Il y a quand même des choses sympathiques, j'aime bien visuellement le pop art par exemple, même si ça ne dit pas grand chose et que techniquement c'est pas incroyable, mais bon, c'est très coloré, c'est joli, et je peux citer par exemple Takashi Murakami, je l'exprime avec mes termes, mais c'est un mélange de pop art avec la culture japonaise manga très psychédélique, et je trouve ça plutôt cool. Après c'est pas forcément le genre de truc que j'afficherai chez moi, j'ai absolument pas les moyens de toute façon, et c'est quelque chose, enfin c'est pas quelque chose de très transcendant non plus. Le surréalisme, je trouve ça plutôt sympathique aussi, on reste dans un délire très psychédélique, et encore une fois, et je trouve ça plutôt intéressant. Bref, revenons à nos moutons. Avant, l'art cherchait à être profond, inspirant et beau. Maintenant, pour certaines branches de l'art contemporain, ça cherche juste à être nouveau, différent, et à faire de la provocation. En rejetant le beau, les œuvres sont devenues moches, c'est assez logique, alors je comprends pas pourquoi les défenseurs de l'art contemporain viennent nous casser les couilles quand on dit qu'une œuvre est dégueulasse. L'artiste contemporain a rejeté la beauté, alors va falloir assumer les conséquences, car oui, peut-être que la beauté est subjective, mais en tout cas la laideur ne l'est pas, et des trucs laids, Dieu sait qu'il y en a dans l'art contemporain. Combien de personnes en voyant certaines œuvres ont eu comme seule réaction: sérieux, ça se vend aussi cher cette merde, moi aussi je peux faire ce genre de gribouillis. Car ce qui nous émerveille avec l'art, c'est de se dire que des gens ont été capables de produire des œuvres d'une immense beauté. On sait de suite au premier coup d'œil que la réalisation d'une telle œuvre a demandé un travail considérable et un talent exceptionnel. Par exemple, regardez ces tableaux de Jehan Georges Vibert, on dirait des putains de photos, c'est incroyable. Et ça c'est l'art que tout le monde comprend, c'est aussi simple que de voir un paysage magnifique. Il n'y a pas besoin d'une dissertation de 40 pages pour expliquer pourquoi cette banane collée avec du scotch sur un mur remet en question je ne sais quelle connerie pour faire de la branlette intellectuelle. Michelangelo a taillé son David dans un seul bloc de marbre durant environ 4 ans. Michael Heiser nous a proposé au Kunchi Museum de Los Angeles les vitalités de masse, un rocher de 340 tonnes posé sur une tranchée pour un coût total de 10 millions, car ça a été un bordel pour l'amener jusqu'ici. Les deux sont considérés comme des œuvres d'art grâce à d'énormes enculés appelés critiques d'art qui vont trouver une explication dans cette merde. On dirait qu'il a jamais vu un rocher, je sais pas qui te débarre où tu bois ton rosé pamplemousse de cuck gaucho, prends ta bagnole électrique et va à la montagne. Ça m'étonne même pas que ce soit Los Angeles cette connerie, d'ailleurs je vais pas vous le cacher, je suis content qu'ils se prennent un retour de bâton monumental avec leur politique de gauchistes. Les stars vendent leur baraque car leur bien-pensance de PNJ a mené à ce que la ville soit invivable, elle est maintenant remplie de clodo craquettes qui te plantent pour une pièce de 10 centimes. La ville des stars est maintenant devenue la ville des clochards. Est-ce que Los Angeles serait pas le futur de la France? Et pour revenir à Michael Heiser, il nous donne rarement d'explications à ses œuvres, puisqu'après tout c'est à vous de combler ce vide intersidérable qu'il nous propose. Qu'on se le dise, je pense qu'une grande partie des artistes qui s'orientent sur les branches qui ne demandent aucun talent de l'art contemporain le font uniquement car justement ils n'ont aucun talent, et qu'il y a des subventions ou du fric à la clé. Après il faut voir le bon côté des choses. Certains à l'époque avaient loupé les beaux-arts, ont décidé de faire la politique, et on connaît la suite. Alors peut-être que financer ces gens sans talent nous permet d'éviter une catastrophe qui expliquerait pourquoi autant de pognon injecté là-dedans. Après il faut le dire aussi en vrai, il rentrerait maintenant haut la main aux beaux-arts qu'en vaut le niveau de certains. Petit aparté sur la musique contemporaine qui est complètement inaudible, à la différence des arts plastiques où il n'y a besoin d'aucun talent pour en faire et où il faut à peu près le niveau d'un enfant chez une psychomotricienne avec des problèmes moteurs. Ici il faut connaître parfaitement les règles de la musique pour en produire, il faut une connaissance gigantesque en solfège pour pouvoir en écrire. C'est intéressant d'un point de vue, j'ai envie de dire, scientifique de la musique, mais ce n'est pas harmonieux et c'est dégueulasse. On dirait que quelqu'un roule sa putain de tête sur un clavier. Eh oui, j'ai une passion pour Beethoven. Alors que non, c'est bien un mec qui a étudié la musique comme un malade qui a produit ça. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait 7 ans de conservatoire. Bon, c'était de la cornemuse, c'est pas un instrument qui demande la plus grande finesse comme du violon ou du piano. À la base, c'était juste des mecs qui fourraient une flûte dans un intestin de mouton et qui soufflaient dedans pour faire du bruit sur un champ de bataille rempli de roues qui couraient à poil en gueulant comme des attardés. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que la musique contemporaine est une obligation dans le cursus arrivé à un certain niveau, que ce soit pour la danse ou la musique. On oblige aux gens d'en faire car sinon, concrètement, personne n'a envie de s'y coller à part une infime minorité. Les profs se pointent comme François Damien quand il essaie de te refourguer une bagnole pour t'obliger à en faire. Bah c'est une Some Evolution. Ouais, Some Evolution. Evolution. Le Some, ça c'est en français comment ça changerait à Some. Mais c'est la Evolution.
Maintenant, on va explorer quelques pistes sur pourquoi l'art contemporain est arrivé. Pourquoi on a eu besoin de rejeter le noble, le sacré et la beauté de l'équation et de créer un art en opposition à ses valeurs, et qui n'existe uniquement par cette opposition. L'imitation du réel, le mimésis dans l'art classique, avait atteint sa limite au fur et à mesure que les époques avançaient. Par exemple, les tableaux que j'ai montrés tout à l'heure de Johann Georg Wieber datent du 19e siècle, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à la même époque que la photographie a été créée. On a donc commencé à partir de ce moment-là à découvrir le monde via des photographies et non avec de l'art. Les artistes ont donc envisagé d'autres pistes pour créer des œuvres, et je reviens encore à Claude Monet ou Van Gogh qui ont eux aussi vécu au 19e siècle et qui ont proposé autre chose que du réalisme. On peut dire qu'en gros, la photographie a pris la place de l'art dans l'investigation du réel, et c'est de là que le métier de photojournaliste a été créé avec les différents conflits armés du 20e siècle. En 1980, avec la création de la vidéo, c'est au tour de la photographie de mourir, et c'est pourquoi à ce moment-là, la photographie devient des photos d'expression et non plus des photos d'investigation. On explore d'autres possibilités artistiques avec la photographie, car la vidéo fait mieux quand il s'agit de montrer le réel. Deuxième piste, attention, ça va être l'instant complot Illuminati reptilien. Même si l'art contemporain semble être une évidence en termes d'évolution, il faut savoir aussi qu'il a été mis en avant par une volonté politique. C'est devenu un art institutionnel, on le voit partout dans les rues, et il est grandement subventionné. Il va falloir revenir après la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément durant la guerre froide, pour comprendre tout ça. Je ne vous apprends rien, la guerre froide a opposé deux blocs, le bloc communiste dirigé par la Russie, et le bloc démocratique dirigé par les Américains. Durant cette guerre froide, il y a eu une guerre de soft power et de propagande des deux côtés qui a été largement remportée par le bloc démocratique. Hollywood a été une énorme machine de propagande durant cette période, et il l'est toujours mais pour d'autres projets. La CIA n'est jamais très loin pour veiller à la production de ces films qui vendaient le modèle américain de la liberté, l'American Dream, etc. J'ai pas besoin de vous faire une description complète de la philosophie américaine. Vous savez très bien ce que c'est vu que maintenant on est complètement américanisé et que vous avez bouffé ces films depuis que vous êtes tout petit. Pendant cette période-là, il y avait souvent des films avec des synopsis simples, liberté et américain qui pète la gueule à un russe. On peut citer par exemple Rocky. Ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, Я думаю, что каждый тоже изменился. et que vous avez changé, Вы можете измениться. tout le monde peut arriver à changer. Каждый может измениться. Même les Russes applaudissent devant autant de propagande. Maintenant revenons à ce qui nous intéresse, l'art contemporain qui prône la liberté des artistes et qui est en opposition complète à l'art classique très réglementé. C'est deux modèles de pensée très différents qui s'affrontent. Un peu comme la guerre froide. Bon, vous voyez où je veux en venir, on va pas tourner autour du pot pendant 100 ans, la CIA a aussi fait en sorte de diffuser l'art contemporain et les valeurs qu'il véhiculait partout dans le monde comme tactique de propagande durant la guerre froide. L'art en Russie et dans les pays communistes à ce moment-là était régi par l'État et les traditions. L'art contemporain, lui, prônait la liberté des artistes et des intellectuels, ce qui collait parfaitement avec la philosophie que voulaient diffuser les Américains. Je vais mettre un extrait d'un documentaire d'Arte que je mettrai en description. Si vous avez le temps d'ailleurs, allez le voir, c'est super intéressant. Des sommes colossales sont engagées pour influer sur l'art et la culture européens et pour financer des congrès très onéreux tels cette grande manifestation à Berlin-Ouest. Elles sont versées via des dizaines d'institutions américaines comme la Fondation Fairfield de New York. Ces fondations font transiter l'argent de la CIA à la centrale européenne du Congrès pour la liberté de la culture basé à Paris. Témoignage de Tom Braden, ex-agent de la CIA. Nous prenions contact avec une personnalité très riche de New York. On lui disait qu'on voulait créer une fondation. On lui expliquait nos objectifs et on lui demandait de garder le secret. La personne s'empressait d'accepter. On éditait du papier à son en-tête et voilà, la fondation était créée. C'était un dispositif très simple. Les fonds dispensés par la CIA sont avant tout destinés à alimenter la gauche anti-stalinienne. La maison d'édition Vitch s'impose tout naturellement. Le catalogue répond aux exigences de la CIA, un cercle d'écrivains restreint mais extrêmement influent. Les auteurs doivent se faire les apôtres de la liberté individuelle et des valeurs libérales. La critique envers les États-Unis est tolérée, mais elle ne doit pas être trop virulente ni s'accompagner de sympathies communistes. Böll est considéré comme un modèle. C'est un modéré de gauche, anticlérical, et il prône les valeurs occidentales. Il avait le profil exact recherché par la CIA pour réussir son ambitieux programme d'infiltration de la totalité du milieu culturel de gauche en Europe. Un programme qu'elle avait lancé à la fin des années 40. Quels étaient ses objectifs ? À l'aide de fonds et de moyens secrets, amener les intellectuels européens critiques et socialement engagés à diffuser l'idéologie américaine. Ou bien, comme le formule une directive de la CIA,
telle une araignée dans sa toile, contrôler l'ensemble de la vie culturelle européenne afin qu'elle ne s'oppose pas à la libre entreprise et à l'économie de marché propre au système américain. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, et ce n'est pas parce que l'art contemporain a été mis en avant par la CIA que c'est de la merde. J'utilise pas ça comme un argument. Je n'ai pas parlé de cette piste pour ça, mais juste pour expliquer comment il est devenu un art institutionnel en Europe et dans quel but. La CIA n'a d'ailleurs fait que mettre en avant un art qui se faisait déjà, ils n'ont rien inventé. On a donc déjà vu 2 pistes expliquant comment l'art contemporain a émergé et est devenu un art institutionnel. Mais il manque une dernière explication, car une fois la chute de l'URSS, les puissants et dirigeants ont dû trouver une nouvelle utilité à cet art qu'ils avaient mis en place. L'art contemporain est donc devenu un art marchand et spéculatif à partir des années 1980. L'art contemporain est complètement adapté et même designé pour le globalisme et la spéculation. C'est un art qui n'a aucune racine ni aucune valeur intrinsèque, vu que c'est des institutions qui décident de la valeur de l'œuvre. C'est un peu le rêve du capitalisme, de créer de la valeur à partir de choses qui n'en ont pas. Il suffit que des institutions disent que je ne sais quel artiste est un génie et que son bidet mis à l'envers est une œuvre d'art pour leur vendre une somme astronomique. Le problème avec l'art ancien, c'est que Léonard de Vinci ne va pas sortir de sa tombe pour peindre une nouvelle Joconde. Les œuvres d'art anciennes sont en quantité limitée et la grande majorité possédée par des musées. C'est pas un business ultra dynamique et les occasions sont rares. Alors qu'avec l'art contemporain, un artiste peut te chier des œuvres toutes les semaines vu qu'il n'y a plus la recherche technique ni esthétique. Si les ultra riches comme Bernard Arnault et François Pinault qui possèdent plus de 3500 œuvres s'intéressent à l'art contemporain, c'est pour plusieurs raisons. Avantages fiscaux divers, par exemple en France la TVA est de 5,5% dessus, en plus d'être déductible d'impôts. Les droits de succession sont minimes et là où c'est vraiment haut, c'est que ça te permet de faire sauter l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire que normalement on calcule ton patrimoine, par exemple l'immobilier, et en fonction de celui-ci tu payes un impôt. Mais pour l'art ça ne fonctionne pas, donc tu peux coffrer 50 millions d'euros en œuvre d'art et ne payer aucun impôt dessus. Tu m'étonnes que François Pinault en possède plus de 3500, à chaque fois qu'il reçoit l'impôt sur la fortune, il doit regarder ce qu'il doit payer et à la place de larguer aux impôts, il achète plein d'œuvres d'art et il garde son pognon. Et dernier point très intéressant, c'est au niveau de la spéculation, et c'est là que le réseautage entre ultra riches collectionneurs intervient. Plus on monte haut dans la pyramide, plus le monde est petit et plus les gens se connaissent, je vous apprends rien. Les artistes contemporains les plus bancables produisent des œuvres en série. On peut citer l'exemple de Jeff Koons et de ses chiens ballons. Il y en a 7 au total de couleurs différentes. Ce qu'il va se passer, c'est que les ultra riches vont en acheter un chacun, et vu qu'ils possèdent des institutions d'art et que ce sont de grands connaisseurs qui savent reconnaître quand une œuvre est bonne, financièrement, maintenant ils possèdent le monopole sur les chiens ballons de Jeff Koons, et le prix des chiens vont augmenter. Ce qui est bien, c'est quand le prix d'un chien augmente, le prix des autres aussi, donc tous les copains profitent. Et puis on peut pas le prouver, mais avec autant d'argent en jeu, il est facile d'imaginer qu'un billet glissé sous la table des institutions qui fixent les prix des œuvres pour faire gonfler le prix de certaines. En plus, les ultra riches possèdent généralement les médias ou sont potes avec ceux qui les possèdent. Il suffit que plusieurs journalistes spécialistes en art écrivent des articles élogieux auprès d'une nouvelle figure de l'art contemporain, plus tu rajoutes que de grands collectionneurs ont su reconnaître le talent de l'artiste pour faire gonfler les prix. Car pour pouvoir vendre à plus fort ses œuvres, c'est surtout du marketing. Tu ne vends plus ton talent, mais plutôt qui tu es. C'est l'art de vendre son cul. Il te faut un storytelling en béton, quelque chose à raconter sur ta vie, car sinon tu ne vendras jamais tes œuvres chères. Et c'est pour ça que ces artistes sont mis au rang de sorte de demi-dieu incritiquable, car grâce à ça, on va pouvoir te balancer des trucs du genre non, mais tu peux pas comprendre son œuvre comme ça. En fait, il faut étudier le personnage et ce qu'il a vécu pour comprendre tout le cheminement tout au long de sa vie artistique. C'est sûr que si tu t'arrêtes à cette banane collée sur un mur, tu ne comprendras rien, comme tous les bof réac. La carte du bof réac, c'est un peu le dragon blanc aux yeux bleus de ce milieu-là. Mais tout ce système ne touche qu'une infime minorité de l'art contemporain et de ce qui est produit. La plupart des artistes vivent dans la précarité et ce n'est que quelques artistes élus par les ultra riches pour faire des magouilles qui pourront vendre leurs œuvres plusieurs millions. Bon, par contre, on n'a toujours pas parlé de l'art contemporain dans l'espace public et j'ai aucune idée à l'écriture du script de combien de minutes j'aurais mis pour arriver ici. Mais je pense que c'est ultra important de parler de tout ce que j'ai dit avant, car se contenter de dire c'est moche et ça pue n'aurait pas été super intéressant. Je le ferai dans une prochaine vidéo, mais je reparlerai de ça à la fin. Maintenant, on va voir pourquoi on a des merdes qui coûtent la peau du cul dans l'espace public. La faute est due à une magnifique loi qui s'appelle le 1% artistique, qui oblige chaque établissement public, collectivité territoriale, etc., lors de la création de n'importe quoi, que ce soit une école, une université, un hôpital, un rond-point, enfin bref, dès qu'il y a création de quelque chose, à mettre 1% du budget total dans une œuvre d'art contemporaine obligatoirement. Comme je l'ai dit, œuvre d'art contemporain, c'est tout ce qui est créé depuis 1945. Alors ça pourrait être de jolies statues ou fontaines par exemple, mais non, on se retrouve la plupart du temps avec ce genre d'horreur, comme à Nantes avec cette fontaine, vagin pipi ici rigolo, qui est juste moche. Il y a pas mal de connards qui ont défendu cette fontaine en disant « Oui, mais il y a le mannequin piss en Belgique avec des gamins qui pissent, c'est même plus indécent que la fontaine de Nantes. » Alors stop, fermez vos gueules, je vais juste me contenter de mettre les deux fontaines à côté, et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, je préfère celle de nos homologues belges que celle de Nantes qui aurait pu être faite par un clodo en redescente de crack. Ce qui est indécent, c'est de pondre une
merde pareil. Mais revenons au 1% artistique. Ce qui est le plus con, c'est justement de fonctionner en pourcentage pour acheter une œuvre. Avec un projet à 10 millions, il faudra obligatoirement mettre environ 100 000 € dans une œuvre d'art. C'est complètement stupide pour deux raisons. Un, ça fait gonfler les prix, car vu que généralement ces objets n'ont pas de valeur ni de coût de production exorbitant, c'est tout dans l'intérêt des artistes de s'aligner sur le 1% artistique. Dans l'exemple du CHU de Rouen avec leurs fresques dégueulasses, il s'est passé quoi à votre avis? Ils ont appelé les institutions, ont dit bonjour, il nous faudrait une œuvre à 100 000 €, est-ce que vous avez ça dans votre catalogue? Cette merde coûte 100 000 € car tout simplement il leur fallait une œuvre à 100 000 € à cause du 1% artistique. Deuxièmement, de pourquoi choisir une œuvre pour son prix, c'est complètement stupide, c'est pas parce qu'une œuvre est chère qu'elle sera adaptée à l'endroit où elle sera posée. Tu choisis une œuvre pour embellir un endroit et en restant cohérent avec l'environnement autour. Exemple, le bouquet de tulipes de Jeff Koons dans le jardin des Champs-Élysées. C'est un peu hors sujet vu que c'est un don et que ça n'a pas été financé par le contribuable, même si c'est 3,5 millions d'euros qui ne seront pas rentrés dans les caisses de l'État car rien n'est vraiment donné mais plutôt déduit d'impôts. C'est le contraste avec les bâtiments classiques autour qui fait que c'est dégueulasse. Tu aurais posé cette œuvre par exemple sur un rond-point au milieu de champs fleuris, pourquoi pas? Même si personnellement je trouve ça moche. Et je reviens à la fontaine de Nantes, regardez cette merde, justement au milieu d'une fontaine dans un style classique. Pareil pour ces suricates ultra colorés avec la cathédrale du Mans en fond. Même si c'est éphémère, ces œuvres au milieu de ces vieux bâtiments, c'est ce que j'appelle de l'attentat architectural. Il y a clairement volonté de nuire à la beauté de ces lieux. Et ce genre de cas, tu peux le retrouver partout dans l'espace public et je pense que le problème majeur vient du 1% artistique. On ne choisit pas les œuvres d'art pour qu'elles s'incrustent bien dans le décor où elles vont être posées, mais pour leur prix. Si déjà on achetait des œuvres cohérentes, je pense qu'on verrait moins de merde tous les jours dans la rue. En parlant d'attentat architectural, je pense que le plus gros cas c'est la cité médiévale de Carcassonne. 200 000 € pour cette merde qui était en plus de l'art éphémère et qui, une fois retirée, a laissé des traces sur tous les magnifiques remparts. Le mec a pris son chèque alors qu'il aurait dû être décapité place publique. Qu'est-ce que branlent les bâtiments de France dans ces cas-là? Quand il s'agit de te casser les couilles quand tu demandes de faire une ouverture de fenêtre dans un village classé, ils te sortent le fusil direct. Mais pour ce genre d'attentat, ils ferment leur gueule. Maintenant, passons à la conclusion. L'art dans l'espace public devrait être au service du peuple et de ce qu'il désire pour embellir son quotidien. Et pour embellir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ce soit beau et que ça donne envie de se surpasser et pas promouvoir la médiocrité technique et artistique. Nos ancêtres l'avaient très bien compris. Qui a envie de vivre dans ces tours en béton sans âme et au milieu d'œuvres dont tout le monde pense qu'eux aussi auraient pu le faire, voire même en mieux? Comment un art qui a décidé de rejeter la beauté et la technique serait capable de remplir cette mission d'embellir le quotidien des gens? Un art élitiste comme l'art contemporain qui chie allègrement sur la majorité des personnes qui n'en comprennent pas les codes en les traitant de bof alors que c'est cette majorité qui le finance. L'art contemporain n'est pas digne d'être subventionné comme il est actuellement. C'est à la majorité de décider ce qu'elle a envie de voir et financer dans la rue. On est en démocratie après tout. Mais cette caste d'artistes bobo gauchos qui ne vit que par opposition au monde des beaux-arts en rejetant tous ces dogmes comme la beauté, le sacré et qui passe son temps à les détruire ne veut pas que ça change. Car ce sont des parasites qui ne vivent qu'au crochet de la société en s'abreuvant de subventions, crachant sur la main qui les nourrit et qui retire par égoïsme la beauté du quotidien des Français. Mais c'est la faute à qui? Le système fait en sorte d'accentuer ce nivellement par le bas, il ne subventionne plus ce qui est beau mais ce qui est nouveau. Si tu veux ton chèque, tu dois inventer de nouveaux concepts qui détruiront encore plus les beaux-arts. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette provocation très chère à l'art contemporain qui tournait généralement autour du pipi, caca, sperme et règles, car à force de déconstruire ce qui est beau, on se retrouve avec le laid, le dégoûtant. Les luttes que porte l'art contemporain ne touchent uniquement ce que j'appelle le militantisme de PNJ, c'est-à-dire le militantisme avec lequel tout le monde est d'accord et qui n'apporte plus rien. Le militantisme le plus lisse possible. Qui viendrait contester une œuvre d'art dénonçant les problématiques écologiques? Qui va se lever pour dire non, on s'en bat les couilles de tous ces animaux marins qui crèvent à cause des déchets plastiques? Bien fait pour leur gueule à ces connards, je déteste les tortues et je me délecte de les voir crever avec une paille dans le nez. Qui va se lever pour contester l'égalité des sexes ou les violences faites aux femmes? Bref, tu peux rajouter tout autre thème avec lequel quasiment tout le monde est d'accord. Tu ne verras pas une œuvre contemporaine dénoncer par exemple les agressions que l'on subit de plus en plus dans les rues. Tu ne verras jamais une œuvre contemporaine critiquant les institutions, comme le manque de moyens dans les hôpitaux, les agriculteurs qui se suicident, car tout simplement c'est un art institutionnel, il ne milite uniquement que dans ce qui est autorisé par la bien-pensance et les institutions. Si tu sors de cette limite bien-pensante, tu ne seras jamais subventionné. Et qu'est-ce qu'il adviendrait de tous ces parasites si nous décidons de séparer l'art de l'État comme on l'a fait avec la religion? Rien, puisqu'ils ne vivent uniquement grâce aux subventions. La majorité n'en veut pas. Si les gens décidaient réellement des œuvres que l'on exposerait dans la rue, je doute que ce genre d'horreur existerait. Nos ancêtres nous ont légué des joyaux qui continuent encore à nous être bénéfiques maintenant. La France est le pays le plus visité au monde grâce à notre patrimoine. Mais est-ce que dans 200 ans, les gens viendront visiter la France pour voir le théâtre de l'archipel de Perpignan en forme de Babybel, ou ce magnifique cadran solaire à 300 000 € qui ne fonctionne pas sur un rond-point?
Je ne crois pas, à moins qu'un tourisme autour de la mocheté se crée. Mais le problème c'est que l'on continue à subventionner la mocheté au lieu de préserver notre patrimoine qui lui nous rapporte de l'argent. Car la majorité des étrangers viennent ici pour ça. Il n'y a que quelques dindes et dindons qui vont venir voir le bouquet de tulipes de Jeff Koons pour se donner un genre intellectuel sur Instagram. Il faut financer un art qui embellit notre quotidien et qui nous sera bénéfique dans le futur. Pas de l'art éphémère à la con avec des produits cheap qui vont crever dans 50 ans. Je ne dis pas forcément de faire des bâtiments style classique, même si c'est ce que je préfère, mais on peut prendre l'exemple de l'Opéra de Sydney qui est un bâtiment contemporain et qui a su marquer les esprits. Et je rajoute ça aussi en freestyle à la fin parce que j'avais oublié de le mettre dans le script. Il faut savoir aussi que les œuvres d'art contemporaines ne coûtent pas juste son prix à l'achat. Il faut savoir aussi que l'artiste touche une rente à vie pour entretenir l'œuvre, parce qu'il n'y a que lui qui peut retoucher ou modifier son œuvre. Je sais par exemple qu'à Perpignan, avec les fontaines près du Cassier, l'artiste qui les a posées touche une rente tous les mois, je crois, pour entretenir les fontaines qui ne fonctionnent quasiment jamais. Et c'est pour ça que dans quelques semaines, je sais pas encore quand, je ferai une vidéo cette fois-ci bête et méchante, où je ferai une compilation d'art contemporain dans l'espace public, et je parlerai d'un site internet que je suis en train de mettre en place grâce à l'aide de quelqu'un, qui sera une sorte de Google Maps de la France, où tout le monde pourra référencer des œuvres d'art contemporaines avec leur emplacement, prix, et si l'argent est parti en dehors de la France car l'œuvre a été produite par un étranger. L'argent public doit servir à financer des artistes français, ça paraît logique, et je rappelle au cas où comme ça qu'on a les compagnons du devoir. Bref, je parlerai de ça plus en détail plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes.